Durant les derniers jours du mois de février 2020, un curieux frémissement a animé le monde de la recherche historique, ou plus précisément le petit cercle des vaticanistes spécialistes de l'histoire de l'Église et des archives du Saint-Siège. Le lundi 2 mars, le Vatican rendait en effet accessibles aux scientifiques les archives du pontificat de Pie XII, une ouverture à plusieurs égards historique. Agrégée d'histoire et docteur en histoire contemporaine, Nina Valbousquet a pu se plonger dans les archives du Vatican pour nourrir ses travaux de recherche qu'elle poursuit depuis 1 an à l'École française de Rome. Mon projet ici à l'école porte sur les relations entre organisations internationales juives et Vatican durant la période de l'entre-deux-guerres et jusqu'en 1948. Je m'intéresse en particulier aux réponses des représentants juifs et des représentants catholiques face aux persécutions antisémites et également dans un contexte de crise des réfugiés et d'internationalisation des droits de l'homme. Donc en ce sens, le chantier romain est essentiel pour moi, et notamment les archives du Vatican, en particulier celles du pontificat de Pie XI, mais surtout maintenant, donc du pontificat également de Pie XII, jusqu'en 1948. Située au Palais Farnèse, siège de l'ambassade de France en Italie, l'École française de Rome est un institut de recherche fondé en 1875. Placée sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, elle a pour mission fondamentale la recherche et la formation dans le champ de l'archéologie, de l'histoire et des sciences humaines et sociales, de la préhistoire à nos jours. L'École française accueille chaque année 18 membres scientifiques, mais aussi des doctorants, des boursiers et de nombreux chercheurs résidents. C'est au cœur de la plus grande bibliothèque de recherche française à l'étranger que nous retrouvons Nina, qui travaille à son projet en tant que membre pour une durée de 3 ans. Les archives du Vatican sont ouvertes uniquement aux chercheurs, donc il faut s'inscrire en présentant tous les diplômes requis, les lettres requises, disons. Et après l'inscription, il faut faire maintenant désormais une réservation, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs du monde entier qui veulent venir voir les archives du Vatican, donc ce qui demande des demandes de réservation en avance, ce qui est parfois un peu compliqué. Disons, les historiens sont déjà préparés, puisque ça fait plus de 60 ans que ces questions-là sont débattues à partir d'autres sources disponibles, des sources d'autres États, d'autres sources diplomatiques, mais également les 11 volumes des actes et documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale, donc qui sont des archives du Vatican qui ont été sélectionnées par des historiens jésuites, commissionnés par le Saint-Siège. Donc entre 1965 et 1981, cette commission d'historiens de l'Église avait déjà sélectionné un certain nombre de documents, donc 11 volumes, qui servent aux historiens depuis de base pour cette discussion historiographique sur les questions relatives uniquement à la Seconde Guerre mondiale, donc pas les questions relatives à l'après-guerre et à la fin du pontificat. Donc on a déjà toute cette masse, disons, documentaire, plus toute une historiographie qui s'est développée, ce qui nous permet de dresser un certain nombre de questions et d'avoir des pistes de recherche. Une ouverture d'archives d'une telle ampleur ne se présente qu'une ou deux fois dans la vie, dans la carrière d'un chercheur. Donc c'est un événement littéralement historique pour un historien. Et c'est surtout, ça a créé donc cet effet d'aubaine pour les chercheurs ça explique l'intérêt aujourd'hui des historiens pour cette ouverture d'archives. Spécifiquement, les archives du pontificat de Pie XII sont intéressantes pour plusieurs aspects, de par l'ampleur des fonds documentaires, de par la période qui est recouverte, de par les enjeux médiatiques, mais aussi parce qu'il s'agit d'une démarche exceptionnelle. On voit que la notion, par exemple, ici, un groupe de riches américains israélites est barré, donc le terme est jugé probablement peu opportun. Alors on a tout un travail de réécriture. Là, on voit, pour venir en aide aux réfugiés, est ajouté 2 races juives. Ce travail de réécriture est vraiment quelque chose qu'on peut découvrir maintenant de manière inédite dans les archives qui ouvrent, qui n'est pas présent dans ces volumes-là, qui sont les lettres définitives envoyées. Alors qu'ici, on voit mieux tous les débats internes au Vatican sur certaines questions justement très délicates.
et on voit différentes mains qui retouchent les documents. Donc ça, c'est un travail très précieux qu'on va pouvoir découvrir avec ces nouvelles archives. Ouais, il y a pas mal de livres sur la Bible. Là, il y a le Talmud de Jérusalem, le Talmud de Babylone. Ouais, tout ça, c'est effectivement des livres d'histoire juive. Ils sont là. Je croyais qu'il y avait aussi du droit canonique, mais je ne vois pas. Le Cantique des Cantiques. Les archives du Vatican ne procèdent pas comme les autres archives des États, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi et de délai précis d'ouverture des archives. Chaque pape décide de manière souveraine d'ouvrir les archives d'un pontificat précédent, donc pontificat par pontificat. Donc c'est une démarche qui a été initiée par Léon XIII en 1881, et la dernière ouverture d'archives en date remonte à 2003-2006, initiée par Jean-Paul II, avec l'ouverture des archives de Pie XI. Donc déjà, on avait pu traiter des questions importantes, telles que celle du nazisme, des totalitarismes, du fascisme italien, de la question du communisme, bien sûr, et notamment les rapports avec les communautés juives, la persécution, les persécutions antisémites. Et déjà, Pacelli, donc le futur pape Pie XII, jouait un rôle durant cette période de l'entre-deux-guerres, puisqu'il est secrétaire d'État dès 1930. Il ministro degli esteri francese, accompagnato da numerose personalità politiche e cittadine, riceve al suo arrivo nella capitale Sua Eminenza il Cardinal Pacelli, legato di Sua Santità Pio XI a presenziare il congresso eucharistico di Lisieux. Donc déjà en 2003-2006, on avait eu un aperçu de ces questions, disons. Et les historiens attendaient avec impatience donc l'ouverture annoncée des archives. La période en elle-même du pontificat de Pie XII est exceptionnelle puisqu'elle couvre pratiquement 20 ans de pontificat. De 1939, donc on est vraiment à la veille de la Seconde Guerre mondiale, à 1958, donc un peu les prémices du concile de Vatican II. Donc en fait, c'est une grande période de changement, de bouleversement, à la fois politique, de relations internationales, mais aussi religieux. Donc c'est vraiment un pontificat, une période charnière. Et enfin, en ce qui concerne les fonds documentaires mis à disposition, on a une masse documentaire inouïe pour ce qui concerne les archives du Vatican. Donc on a un peu une explosion documentaire durant cette période-là. Et surtout, donc, il faut bien se rendre compte qu'on a différents centres d'archives au Vatican. On n'a pas seulement les archives principales, les archives apostoliques du Vatican, donc les archives ex-secrètes, elles étaient nommées archives secrètes du Vatican jusqu'à il y a 1 an. Ce centre principal d'archives correspond aux affaires ordinaires du Vatican, de la Curie, de la Secrétariat d'État, et elle regroupe également toutes les archives diplomatiques. On a à côté de ça les archives de la section pour les relations avec les États de la Secrétairerie d'État, donc qui sont plus spécifiques aux relations donc, avec les États et qui comprennent aussi beaucoup d'archives diplomatiques. Donc il faut souvent, compléter les archives apostoliques du Vatican par cette section-là d'archives. On a également les archives du Saint-Office, donc de la Congrégation pour la doctrine de la foi, qui sont très importantes et très attendues sur certaines questions de doctrine, et notamment pour expliquer le raidissement doctrinal après la Seconde Guerre mondiale, notamment vis-à-vis du contexte français. Et on a également les archives de la Congrégation pour les Églises orientales, donc qui seront importantes sur les questions relatives au Moyen-Orient. Et on a également les archives de la Propaganda Fide, qui sont importantes pour le contexte de décolonisation. Donc on voit en fait à partir de tous ces centres d'archives que c'est véritablement une histoire globale en fait, que l'on peut écrire à partir des archives du Vatican. Et ce ne sont pas seulement des archives qui portent sur des sujets religieux, mais véritablement sur des sujets d'histoire politique, d'histoire de relations internationales, mais aussi d'histoire culturelle, d'histoire sociale. Voilà, c'est vraiment des archives très très riches. Le lendemain, Nina nous donne rendez-vous dans l'ancien ghetto. Elle y effectue une partie de ses recherches à la Grande Synagogue,
où se trouvent les archives de la communauté juive de Rome. Les nazis menèrent un raid dans ce quartier où plus d'1 millier de juifs furent capturés. Le ghetto de Rome a été le théâtre de la rafle du 16 octobre 1943, l'un des principaux sites de la rafle des juifs romains, durant l'occupation nazie à Rome. Ce qui intéresse les historiens par rapport à l'ouverture des archives du Vatican, c'est de savoir quel a été le rôle du Vatican et de la hiérarchie catholique. Ce que l'on sait aujourd'hui, donc, c'est que le secrétaire d'État a tout de suite convoqué l'ambassadeur allemand près du Saint-Siège. Donc ça, on a déjà ces lettres-là, on les connaît, pour demander s'il était possible justement de faire quelque chose pour sauver les Juifs romains. Il a eu bien sûr une réponse négative, et donc ça n'a pas donné lieu à plus, disons, de démarches de la part du Vatican. Beaucoup de Juifs ont trouvé refuge près d'institutions religieuses. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le Vatican a eu un rôle actif ou non dans l'aide qui a été apportée par ces individus et ces institutions religieuses à Rome aux Juifs qui fuyaient la rafle. Ça, c'est une question encore complètement ouverte et justement les archives devraient peut-être donner quelques indications sur cela. Là, on est au rue 13 de la rue du Portico d'Ottavia. C'est l'un des premiers immeubles en fait, à être raflé, la matinée du 16 octobre 1943. Donc il y a juste une seule pierre qui commémore une seule des femmes juives déportées qui a été déportée. Elle était enceinte de 9 mois, mais en réalité, il en faudrait à peu près 60-70 par rapport à cet immeuble-là. Entre la fin de la matinée et le début de l'après-midi du vendredi 6 mars, les alentours de la place Saint-Pierre commencent à se dépeupler. Les 2 centres d'archives de part et d'autre de la cour du Belvédère ferment tour à tour. Un premier cas de contamination au coronavirus a été signalé au sein de la secrétaire d'État. Le temps présent de la pandémie mondiale rattrape celui de la recherche minutieuse et quotidienne. J'ai pu travailler donc une semaine, 5 jours dans les archives du Vatican avant la fermeture à cause du Covid. Et j'ai travaillé dans 2 centres d'archives, les archives apostoliques du Vatican et les archives de la section de la secrétaire d'État, donc les sections des rapports avec les États. J'ai, travaillé dans 3 fonds communs à ces 2 archives, qui sont la Nonciature de France, la délégation apostolique de Jérusalem et la secrétaire d'État. Pour la Nonciature de France, ce qui m'intéresse en particulier, c'est le contexte de la Seconde Guerre mondiale, Vichy. Donc le nonce est à Vichy, et j'ai regardé notamment un gros dossier qui porte sur les Juifs, les persécutions antisémites du régime de Vichy. Et surtout les déportations de l'été 1942. Donc c'est surtout ça que j'ai regardé, les réactions des évêques et des archevêques, et également l'échange donc, avec le nonce et avec le Saint-Siège dans ce contexte-là. J'ai regardé après donc, la délégation apostolique à Jérusalem, et là c'est particulièrement intéressant parce qu'on voit en fait que la diplomatie du Saint-Siège sert d'intermédiaire, dans la recherche d'informations, notamment durant le contexte de la guerre. Donc notamment des réfugiés juifs en Palestine qui demandent des nouvelles de leurs proches restés en Italie ou restés dans différents pays européens. Et donc là vraiment on voit que le Vatican devient un carrefour d'informations. Voilà, donc c'est vraiment là une sorte d'histoire transnationale de cette information qui peut être reconstruite. Et enfin dans la secrétaire d'État, je me suis intéressée à des dossiers qui portent sur les réfugiés juifs et l'assistance aux réfugiés juifs. Un dossier qui en fait commençait dès 38-39, donc que j'avais déjà commencé pour le pontificat de Pie XI, et qui là s'accroît considérablement durant la période de la Seconde Guerre mondiale et le pontificat de Pie XII. Donc si je me souviens bien, j'ai 172 dossiers à regarder. J'en ai clairement fait que 2 durant cette semaine, mais bon déjà voilà, c'était un bel aperçu, mais c'est vraiment un fond très très large. Et donc là ça porte sur vraiment la question des réfugiés, et les pays concernés vont du Brésil aux États-Unis à justement la Palestine.
historien, inévitablement, ressent une forme de pression, déjà face à cette ouverture, qui est historique, hein, d'archives. Et ce, d'autant plus qu'avec la crise du Covid, donc les archives ont tout de suite été refermées, hein, après quelques jours, après une semaine. Et aujourd'hui, les conditions pour pouvoir accéder aux archives sont beaucoup plus limitées en termes, le nombre de personnes tout simplement autorisées dans les salles a été réduit, le nombre de chercheurs. Donc du coup, il y a encore plus une sorte de pression du fait que chaque historien maintenant va avoir un temps un peu plus, disons, limité dans ses archives. Donc il y a une sorte de course un peu à la trouvaille, à trouver effectivement les documents les plus intéressants. Et une pression également parce qu'il y a effectivement une sorte de responsabilité de l'historien face à des questions, hein, qui sont des questions mémorielles en fait importantes, qui polarisent fortement. Donc dès l'ouverture, pour revenir au 2 mars, on a eu dans la presse italienne notamment plusieurs articles qui réanimaient, disons, de vieilles polémiques au sujet notamment de l'attitude de Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale face au nazisme, vis-à-vis de la rafle du ghetto de Rome le 16 octobre 1943, ou encore donc l'attitude de Pie XII face à la Shoah, plus généralement. Donc, enfin, on a eu donc toute une série d'articles qui sont sortis dans la presse, et la difficulté, c'est qu'il y a un décalage entre le temps, disons, médiatique de cette approche journalistique et le temps historique de la recherche, qui lui est beaucoup plus long et nécessite beaucoup plus de recontextualisation et surtout de passer du temps à vraiment dépouiller les archives. Donc ce décalage-là crée une forme de pression effectivement pour l'historien. Et en même temps, je dirais que c'est un peu une sorte d'occasion unique, une occasion unique de, disons, s'engager aussi vis-à-vis de la société civile, vis-à-vis de ces questions-là qui aujourd'hui ont des résonances contemporaines certaines. Et c'est assez rare que la sphère médiatique s'intéresse de près au travail des historiens. Donc c'est aussi l'occasion de, je pense, faire connaître le travail des historiens, vraiment, en quoi ça consiste. Incursione aerea su Roma vista e ripresa dai nostri operatori. L'idée, c'est de dépasser un peu ces écueils mémoriels et ce débat qui est polarisé entre, d'un côté, condamnation et de l'autre, apologie. Parce qu'on est dans un contexte d'un procès en cours, hein, de béatification de Pie XII. Donc c'est ça l'enjeu qui est derrière politique et l'enjeu médiatique et mémoriel. Il Santo Padre si reca immediatamente sui luoghi colpiti. Ecco uno spettacolo unico al mondo. On a une sphère médiatique et une certaine historiographie très très polarisée. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de cette idée de trouver un document, qui serait le document sensationnel qui changerait notre perspective. En réalité, voilà, ce que l'on va trouver, c'est une diversité de documents beaucoup plus fins. Donc la pression, disons, pour l'historien est à relativiser, puisqu'au final, moi je ne m'attends pas à trouver un document, mais plutôt essayer de faire dans la nuance et dans cette diversité, dans cette polyphonie de documents qui constitue vraiment l'essence des archives du Vatican. C'est la première fois que les historiens ont accès aux documents originaux. Donc ça, c'est absolument indispensable, hein, puisqu'on peut notamment voir sur un document, on peut voir les annotations, on peut voir des ratures, on peut voir comment les documents sont en fait travaillés et comment du coup la diplomatie du Vatican et la curie travaillent. Donc ça permet de comprendre en réalité davantage et de manière plus fine les logiques institutionnelles propres au Vatican et à sa diplomatie. Donc cet accès aux documents originaux est indispensable, et d'autant plus que dans les fonds du Vatican, on peut trouver en réalité toute une variété, vraiment une panoplie de documents et de sources qui vont de la correspondance diplomatique aux notes de collaborateurs du pape, qui permet aussi de voir à l'intérieur de la curie les différents points de vue, hein, et parfois les conflits au sein même du Saint-Siège. On y trouve également des rapports, on peut également trouver des extraits de journaux qui sont envoyés de la presse, et on trouve, au-delà de ces documents, disons, plus officiels du Saint-Siège, on trouve également des lettres envoyées par des gens inconnus. Enfin, disons que le Vatican devient un réceptacle, hein, de ces lettres, de ces plaintes ou requêtes ou offrandes qui viennent de partout dans le monde. Sur la question précise, par exemple, la question mémorielle de la Shoah, hein, on a déjà une ligne essentielle qui nous est connue, qui est celle d'un silence public conjugué à une aide caritative. Donc on a ces deux aspects, hein, cette sorte d'ambivalence.
que l'on va pouvoir quand même, disons, étoffer de manière plus fine et plus nuancée. Mais il est certain que pour la période de la guerre, on aura quand même des surprises, puisque ce sont vraiment des fonds très 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 vastes. Donc on aura sûrement des découvertes pour la période de l'après-guerre, qui seront essentielles sur des questions telles que la guerre froide, la décolonisation, le contexte politique dans plusieurs pays, la France, l'Italie. Donc en ce sens, c'est vraiment une ouverture d'une ampleur historique. Cette fermeture soudaine des archives révèle la nature nécessairement incomplète de l'écriture de l'histoire. Un processus toujours inachevé et pour cette raison même ouvert aux possibilités créatives et aux reformulations. Le suspense interroge les évidences préconçues, il déplace le regard vers ce qui aurait peut-être moins attiré l'attention du chercheur en temps normal. La variation, la marge, le non-dit, le manque. Nina a finalement pu reprendre ses recherches dans les archives dès leur réouverture début juin, mais dans des conditions toujours incertaines et forcément plus contraignantes du fait de la pandémie.